rappelez-nous tout simplement de quoi on parle. Eh bien, les GLSDB pour Ground Launched Small Diameter. Bombe, traduction littérale, bombe de petit diamètre lancée du sol, donc en français. Ces engins sont caractérisés par le moteur de la roquette et une bombe de petit diamètre. Ils sont de fabrication américano-suédoise, les deux entreprises, Boeing et Saab. Selon le constructeur suédois, elles vont loin, elles vont même très loin. Elles peuvent viser une cible à 150 km avec une marge d'erreur de seulement 1 mètre. Ces GLSDB évitent d'exposer un avion ou un drone pour atteindre des cibles longue distance. Et par ailleurs, elles coûtent beaucoup moins cher. Qu'est-ce que ça changerait sur le terrain ? Eh bien, cela donnerait un avantage important aux Ukrainiens. Aujourd'hui, grâce aux HIMARS, l'artillerie ukrainienne touche des cibles à environ 70-80 km maximum. Grâce aux GLSDB, elles vont presque doubler leur portée pour atteindre 150 km. Cela permettrait donc de tirer loin, de tirer mieux, avec plus de précision, et donc de menacer des positions russes. La Crimée, par exemple, dont vous veniez de parler, elle serait donc désormais à portée d'artillerie en ciblant, pourquoi pas, le pont de Kerch. Cela permettrait de couper toute logistique russe sur la péninsule. Alors jusqu'à maintenant, les Occidentaux refusaient de fournir ce type de système longue portée aux Ukrainiens, par crainte évidemment de provoquer une escalade avec Moscou. Kiev l'a promis aux Occidentaux, ces roquettes ne viseront que des cibles en territoire occupé par les Russes. Les États-Unis ont finalement annoncé le 3 février qu'ils fourniraient des GLSDB à l'Ukraine, mais le calendrier de livraison n'avait pas été donné. Merci beaucoup Nargis. Donc quand même un voile encore sur le fait qu'ils existent en nombre dans l'arsenal ukrainien. Mais ce qui s'est passé à Melitopol tendrait à le prouver. Ce serait une valeur ajoutée quand même forte pour les Ukrainiens. Ce qui est clair, c'est qu'on n'en est plus à brider les armements à 80 km au moment où on donne aussi des avions de combat. Ça n'aurait plus beaucoup de sens de dire vous n'avez pas le droit d'utiliser des armes qui ont une portée de plus de 100 km. Est-ce que c'est assumé ? Oui, c'est de plus en plus assumé. On est dans une logique, je crois, du point de vue américain, d'armer, de donner suffisamment de force aux Ukrainiens pour faire réfléchir les Russes, pour les faire reculer, pour éventuellement les amener à négocier peut-être. Oui. Mais on n'en est plus à brider les Ukrainiens avec des armements limités. Et donc pour les Russes ? Pour les Russes, qui encore une fois ont été les premiers à avertir il y a quelques heures. Mais les Russes ont utilisé hier, les Russes, pour eux, c'est suffisamment préoccupant pour qu'ils le dénoncent quand même. Alors ils le dénoncent parce qu'ils disent d'ailleurs qu'ils affirment qu'ils ont abattu Ils en ont abattu un GLSDB de ce type. Ça paraît quand même un peu difficile à croire parce que justement, ce sont des bombes qui vont rapidement, qui sont planantes dans leur dernière partie de leur circuit, mais qui sont aussi très petites, qui ont un diamètre très, très faible, 1,50 m de long et puis une quinzaine de centimètres de diamètre, bon, même s'il y a des petites ailes autour. Donc c'est extrêmement difficile à toucher. Donc ça, j'y crois pas trop. Qu'il y en ait une qui n'ait pas fonctionné et qu'ils aient récupéré plutôt en bon état et qui disent qu'il est abattu, ça fait partie de la propagande classique en temps de guerre. Non, ce qui est alors pour revenir à ce que vous disiez, c'est que effectivement les Américains ont donné ce type de munitions pour les HIMARS, donc c'est important en tant que signal. Maintenant, combien en ont-ils donné ? Parce que vous savez, et vous le connaissez depuis un an, vous voyez que c'est une guerre industrielle, c'est une guerre d'usure, et que globalement, c'est celui qui a le plus de munitions qui peut continuer à tirer dans la journée. Donc combien ont-ils de HIMARS ? Donc il faut combien ont-ils de munitions de ce type ? Et donc il faut les allouer sur des cibles de haute valeur. Donc il y a le renseignement, ça peut fonctionner. Ouais. Ça, la preuve c'est, mais si vous voulez, pour ce qui est du lancement d'une offensive, c'est à mon sens, ils n'ont pas les stocks suffisants. Mais c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. S'ils ont utilisé cette arme cette nuit, c'est que la cible était de haute valeur pour les Ukrainiens. Oui, alors ça ils disposent quand même du renseignement majoritairement américain, qui voit le champ de bataille et qui analyse les images, qui ont les écoutes, plus, je le concède, il y a aussi un certain nombre de renseignements de terrain qui peuvent remonter, notamment dans cette région où les partisans sont implantés. Mais enfin, disons que
Pour la définition de cible à 1 mètre près, il faut des photos de haute valeur, et ça, seuls les Américains en ont. Est-ce que c'est un atout maître des Ukrainiens face aux Russes? S'ils en avaient. Alors, je ne sais pas combien, à votre avis d'ailleurs, général, ils pourraient en disposer de combien? C'est une secret militaire. Oui, c'est un secret militaire. Alors, c'est la un question secret. générale. Alors, parmi les secrets possibles, ce qu'on peut dire, c'est que vraisemblablement, c'est de l'ordre de quelques centaines au maximum. Au maximum. Bah, ça fait quelques centaines de tirs très précis. Ça coûte combien? C'est très cher, c'est rare, et surtout pour les reproduire. Ouais. Alors, on voit bien, d'ailleurs vous avez entendu, nous-mêmes nous allons à la France, on va passer de 1000 obus à 2000 obus de 155. Oui. Bon, c'est par mois, mais 2000 obus, c'est pas un secret que de le dire, mais la consommation de l'artillerie ukrainienne, c'est entre 5000 et 8000 obus par jour. Donc, passant de 1000 à 2000, on a quelques heures de tir par mois. Donc, c'est pas si simple que ça de fabriquer. On s'en, pardon, je peux dire une bêtise, mais enfin, on s'en sert pas comme d'un obus. Alors, justement. C'est pas tout à fait pareil. Justement, c'est pour ça que il faut qu'ils utilisent à bon escient, et que, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, il faut que ça s'inscrive dans un plan de frappe qui est élaboré, des frappes d'intérêt stratégique, au moins de tactique majeure, liées ou pas à une offensive. C'est pour ça que je pense qu'ils vont attendre le moment que choisira le président Zelensky pour, s'il souhaite déclencher une offensive un peu plus importante que les grignotages. Oui. Oui, Jean moi, Guiesti. je partage tout à fait ce qu'a dit le général. Je pense que ce type d'armes ne sont pas, à proprement parler, des armes de la ligne de front, puisque justement leur portée leur permet d'aller très loin, et elles ont pour fonction essentielle de détruire les nœuds de communication, les gares, toute l'infrastructure logistique qui est derrière, et plus ça va loin, plus c'est efficace. Donc en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'un nombre considérable de ces armes. Les obus, on en a besoin sur le champ de bataille, et là on en dépense beaucoup. Mais ça, c'est dans l'arrière, c'est très ciblé, et ce sont les nœuds de communication et toute Ce que faisaient les avions dans le temps, si vous voulez. Là, on n'emploie pas d'avions pour mener des frappes dans la profondeur, aussi bien les Russes que les Ukrainiens, et donc ils utilisent ce type de munitions qui remplace un raid aérien sur un dépôt de munitions, sur du carburant ou une voie ferrée. Si ils en ont livré plusieurs centaines, ils en ont encore plusieurs centaines en stock ou pas, les Américains? C'est secret, ça. Là, la question, question à 1000 €, non? J'ai un chiffre assez intéressant à vous donner. Sur 10 cibles, il y a seulement 2 qui sont atteignues par les Russes. Et sur 10 cibles... Attendez, vous parlez de quoi, pardon? Par exemple, non mais c'est pour calculer la quantité des abus. D'accord, statistiquement, Statistiquement, quand les Russes tirent, il atteint seulement 2. Sur 10 cibles, il atteint seulement 2. Les Ukrainiens, quand ils tirent, sur 10 cibles, on arrive à tenir entre 7 et 8. Vous voyez, nous sommes très économiques. On essaie d'être très pointus. Et donc, si on a reçu un certain chiffre, je suppose qu'il était très bien calculé parce que nous sommes devenus très bons comptables en guerre. Comme nous sommes toujours beaucoup moins de choses que les Russes, nous avons besoin, si on tire Voilà, enfin, vous avez quand même besoin tous les jours de davantage d'armes. Et le tir de longue portée, c'est exactement ce que Zaloujny a demandé dès le départ de la guerre, exactement pour atteindre les cibles derrière le front russe, pour les affaiblir, pour les couper de munitions. Pour conclure, encore une fois, est-ce que les Russes redoutent est-ce que pour eux, c'est une mauvaise nouvelle? Oui, peut-être qu'il y a une dimension d'ailleurs de message. Moi, je pense qu'il y a quand même une question qui reste posée sur ces tirs de cette nuit avec ces armes. Comme le dit Oksana, les Ukrainiens ont une gestion plutôt économique. Ils sont obligés de l'avoir de leurs munitions et de leurs armements parce que tout vient des Occidentaux. Et comme on l'a dit, la production doit monter en puissance sérieusement pour tenir le rythme. On est quand même très loin, on l'a dit tout à l'heure, d'une possible offensive terrestre qui puisse prétendre à atteindre Mélitopol. Donc, la question reste posée de pourquoi, comme ça, tirer un missile de ce type, de haute valeur, de prix, au milieu de la nuit. Alors peut-être qu'il y avait une cible, on va peut-être apprendre dans les jours qui viennent, qu'un général très important a été éliminé grâce à ce tir. Mais
bon, détruire quelques locomotives comme ça sur une ville qui ne peut pas encore la version pour l'instant. par une offensive terrestre, c'est quand même... moi, j'ai plus de questions que de réponses. Pour donner réponse, si vous vous souvenez, la semaine dernière, ils ont attaqué Djankoï. Djankoï, c'est une aussi station comme Militopol très importante qui est vraiment liée à la porte pour Crimée. Tandis que Militopol, il est lié avec Azov, avec Mariupol. Alors, et donc, eux, ils peuvent livrer... La cible n'était pas n'importe laquelle à Djankoï. Hein. Oui, c'était un train avec des missiles qui ont été visés. Voilà. Oui, c'était la ville au nord de la chemin Crimée. de fer important, Voilà. ce qui a permis de couper l'Ukraine de livraison des Russes par le Crimée. Voilà. Maintenant, Militopol, c'est une liaison avec Mariupol par laquelle passent toutes les munitions. Donc, frapper Militopol, c'est couper les forces russes des livraisons à part de Mariupol. Merci.